Ce qui est établi par une telle théorie de l'esthétique en tant que théorie de l'art est avant tout intéressant du point de vue de la théorie de la communication. En effet, cela revient à dire que nous pouvons nous entendre sur la qualité d'une œuvre, à savoir, nous fait-elle éprouver ou pas le sentiment de beauté. Mais cette entente est immédiate. Immédiate ne veut pas dire spontanée. Elle ne se fait pas toute seule, comme ça, d'un coup. Cela veut dire que cette entente ne passe pas par la médiation d'un concept. Que se passe-t-il lorsque deux scientifiques ne sont pas d'accord quant à la vérité d'une équation ou d'une théorie? Eh bien, ils se mettent d'accord en discutant, et cette discussion consiste à réexaminer l'architectonique de concepts qui constituent la théorie ou bien les équations. Donc là, il y a la médiation par des éléments conceptuels. Dans l'art, cette médiation n'existe pas. On ne va pas discuter de l'intérêt d'une œuvre d'art pour savoir si elle est belle. Autrement dit, on peut bien discuter de l'intérêt d'une œuvre d'art, mais ça, c'est du point de vue de l'histoire de l'art, ce n'est pas du point de vue du sentiment de beauté. Comment alors peut-on se mettre d'accord ? Eh bien là encore, négativement. On peut par exemple demander à la personne qui n'est pas en accord avec nous si elle n'est pas en train de confondre le beau avec l'agréable. Ou bien on peut lui demander si elle n'est pas en train de confondre l'intérêt historique de l'œuvre avec le sentiment de beauté. Donc il s'agit là d'un travail négatif de retour sur soi. Il s'agit presque, je serais tenté de dire, d'une ascèse. Se demander si une œuvre est vraiment belle, c'est avant tout un travail ascétique, c'est un travail de suppression. L'immédiateté consiste donc ici à refuser la médiation du sentiment de l'agréable ou bien de l'intérêt intellectuel, de l'intérêt moral, pour, en quelque sorte, laisser être l'œuvre dans le simple jeu de ses formes, en tant que ce jeu doit provoquer en nous une harmonie de nos facultés. Pourquoi est-ce intéressant du point de vue de la théorie de la communication, outre cet aspect négatif, cet aspect de débat par suppression ? Eh bien parce que ce qui reste, c'est en quelque sorte la simple structure de notre esprit. Au fond, si deux personnes éprouvent un sentiment de beauté face à une œuvre, l'harmonie que chacun éprouve pour ses facultés est identique. Donc il y a une sorte de communication qui se fait à l'occasion, certes, d'un même spectacle, mais qui est accomplie spontanément. Spontanément, au sens où je l'ai indiqué tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Ça ne veut pas dire que contempler une œuvre d'art, ce n'est pas un travail. Au contraire. Contempler une œuvre d'art, c'est un travail, mais encore une fois, je crois que c'est un travail avant tout négatif. Donc voilà ce qui, selon Kant, permet d'assurer une validité universelle du sentiment de beauté. Par là même, cela permet d'établir sur des bases extrêmement solides
cette dimension immense de la culture humaine qui est constituée par les œuvres d'art. Nous avons donc vu le deuxième grand tableau de l'évolution, la problématique de la vérité, à savoir la théorie de l'objectivité. Cette théorie de l'objectivité a donc été déployée à partir de 1781 par Immanuel Kant. Dans une perspective historique, on pourrait poursuivre cette évolution du concept de la vérité, et il faudrait alors suivre quelques étapes dont je voudrais faire ma conclusion. L'œuvre de Kant a été à la fois poursuivie et radicalisée dans ce que l'on a convenu d'appeler l'idéalisme allemand. Pourquoi idéalisme ? Est-ce que nous avons là affaire à nouveau à quelque chose qui reviendrait à l'option que nous avons examinée rapidement chez Leibniz? Eh bien, je ne le crois pas. Il me semble plutôt que nous avons affaire à une radicalisation de la problématique transcendantale de l'objectivité. C'est-à-dire qu'avec Kant a été définitivement supprimé du site légitime de la philosophie toute la problématique de la nature empirique de la perception, la problématique de l'accès, je dirais, physiologique au réel. Or, la théorie de l'adéquation ne pouvait pas se passer d'une telle dimension. Il fallait ou bien expliquer comment l'esprit produisait de façon génétique les représentations quant à leur contenu, c'était la version idéaliste, ou bien expliquer, et c'était la version empiriste, la façon dont notre corps servait de relais dans le rapport avec les choses que nous devions connaître. Or, avec Kant, cette problématique génétique, cette problématique de genèse empirique ou de rapport empirique avec les choses a été supprimée. Elle a été en quelque sorte rejetée dans un autre site qui est celui de la physiologie, et la philosophie y a gagné beaucoup plus de clarté dans la position de ces problèmes. Le problème de la philosophie n'est plus celui du rapport à l'objet, ce problème devient celui de la physiologie. Et la philosophie, à ce moment-là, n'a plus comme problème que celui de la constitution de l'objectivité. C'est ce problème de la constitution de l'objectivité qui va être radicalisé en un premier moment dans l'idéalisme allemand, puis en un deuxième moment dans ce courant contemporain de la philosophie qui est né aux alentours des années 1890 et que l'on nomme la phénoménologie. Je vais sauter directement à la problématique phénoménologique, car il est plus aisé de voir en quoi elle prolonge le travail kantien. Kant, nous l'avons vu, laissait de côté le problème de la perception pour ne s'intéresser qu'au problème de la connaissance. Et il demandait comment était
transcendentalement possible la connaissance. La phénoménologie étend la problématique transcendantale au domaine de la perception. Autrement dit, là où pour Kant, le domaine de la perception était encore trop empreint de la problématique empiriste et physiologique, la phénoménologie, en se débarrassant complètement et définitivement de la question physiologique et de la question psychologique, peut étendre la recherche de la constitution, de la structure des représentations intellectuelles à l'ensemble de ces vécus intellectuels, à l'ensemble de ce qu'il advient, non pas dans un cerveau humain, ça c'est le problème physiologique, mais dans la nature idéale de nos représentations. Alors vous pouvez vous dire, mais si l'on a affaire à la nature idéale des représentations, on est bien dans un idéalisme. Oui, on est dans un idéalisme, mais l'idéalisme en question ne porte pas un jugement sur la nature matérielle du réel extérieur. On admet qu'il y a un réel extérieur, mais ce n'est pas notre problème, c'est le problème de la physiologie. Le problème du rapport avec ce réel extérieur appartient à une autre science, à la physiologie. C'est à la physiologie d'expliquer comment la chaise, la table, ce que je vois, affecte mes sens, c'est-à-dire mon corps, transmet tout cela au cerveau, et comment la nature à la fois chimique, physique, électrique du cerveau, des neurones, etc., produit de la pensée. Ça, c'est le problème de la physiologie. Le problème de la philosophie, c'est d'essayer de comprendre comment les vécus intellectuels sont structurés. Autrement dit, comment, alors même que, par exemple, dans une table, je ne vois que 2 pieds en entier et la surface, ne percevant pas le dessous ni une partie des 2 autres pieds, je sais qu'il s'agit là d'une table, donc je reconnais la forme et je sais par ailleurs qu'il y a un dessous avec éventuellement un tiroir, des choses comme ça, et des pieds. Donc si vous voulez, la question devient celle de l'étagement, donc des stratifications, si vous voulez, des différents niveaux de vécus intellectuels. Pour prendre notre exemple, nous savons tous très bien que le soleil ne se lève pas. Nous savons tous très bien que cette expression verbale correspond néanmoins à une perception visuelle. Le fait que la Terre tourne sur elle-même nous donne le sentiment, par l'alternance du jour et de la nuit, que le soleil se lève. Nous nous pensons comme immobiles, et dès lors, c'est le soleil qui bouge en se levant. Donc nous savons, grâce à la physique, que c'est la Terre qui tourne sur elle-même, et que ce mouvement de rotation a pour effet l'alternance du jour et de la nuit, mais néanmoins, au niveau de notre perception, nous avons le sentiment que le soleil se lève. Au lieu de condamner la perception en disant « c'est faux, le soleil ne se lève pas », la phénoménologie va s'intéresser à la structure de la perception en se demandant que se passe-t-il lorsque je perçois le mouvement du soleil à l'aube. Donc nous allons différencier la perception du soleil
le matin à l'aube, de nos connaissances physiques, pour leur donner une validité indépendante. Si l'on condamnait l'expression « le soleil se lève » et le sentiment que le soleil se lève, c'était eu égard aux obstacles épistémologiques que cela représentait pour la conception de la science. Mais si l'on sépare les deux conceptions en disant il y a d'un côté la perception et puis de l'autre côté des systèmes d'équations qui sont la physique, et les deux sont à séparer, on va pouvoir cesser de considérer la sphère de la perception comme une sphère d'illusion, comme une sphère d'erreur, pour chercher à comprendre comment cette perception se structure et a, par exemple dans la vie quotidienne, sa sphère de légitimité. Donc on va accroître la problématique de la légitimité. On va se demander comment et dans quelle mesure la perception est légitime. Il va de soi que la perception n'est plus légitime pour le domaine de la science. Ce qui revient à dire en même temps que, outre élargir la question de l'objectivité, la phénoménologie effectue cet élargissement par une systématisation plus fine. Autrement dit, les parties du système vont être établies avec plus de précision. La perception va être inclue dans le système philosophique et va trouver, en tant que partie autonome, une sphère de légitimité. Donc pour la perception, il est vrai que le soleil se lève. Pour la science, cela est faux.